Le respect de la loi, le maintien de l'ordre public et de la sécurité sur tout le territoire national, voilà l'essentiel de leur mission. Membres de la grande famille des forces de défense et de sécurité, la police, la garde, la gendarmerie nationale, la protection civile agissent au quotidien avec comme vocation de faire appliquer des lois, de protéger des droits ou de sauver des vies. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Malikoura Tassira qui reçoit aujourd'hui le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le département qu'il dirige est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de sécurité intérieure et de protection civile, département stratégique surtout en ces temps d'insécurité et de lutte contre le terrorisme. Comment s'acquitte-t-il de cette mission? Nous allons lui poser la question. Général Daoud Ali Mohamedine, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Malikoura Tassira et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi pour vous interroger ce soir, Mamadou Diadje Sako dit Sax de RTFM, Radio-Télévision Futur Média. Bienvenue, chers confrères. Merci beaucoup, Yann. Bonsoir, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, après les attaques complexes contre les camps de Bafo, Nyono, Sévaré, vous avez instruit de relever considérablement le niveau de sécurité dans plusieurs endroits stratégiques. Ce niveau de sécurité est-il maintenu à la date d'aujourd'hui? Merci de m'avoir donné la parole. Le niveau de sécurité aujourd'hui est relevé. Je puisse vous rassurer que nous ne baissons pas la garde. Et quand on élève le niveau de sécurité, on le maintient. Et tant que la situation sécuritaire ne s'apaise pas ou ne redevient pas normale, on ne peut pas ramener le niveau de sécurité. Donc à la date d'aujourd'hui, le niveau de sécurité est maintenu très élevé. Nos troupes restent mobilisées et très vigilantes. Quel est aujourd'hui l'état de la menace sur nos grandes villes? On a entendu ces derniers temps des choses qui font plutôt peur. Vous savez, la menace, ce n'est pas qu'au Mali. Nous sommes dans une zone géographique, le Sahel et même au-delà, où la menace terroriste plane sur cette zone. Nous faisons malheureusement partie de cette zone, donc la menace est plane partout. Aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité à 100%. Il y a beaucoup d'informations relatives aux différentes menaces qui sont aussi de la communication. Je vais dire que autant nous communiquons, nous, de notre côté, les forces de sécurité, autant aussi le mauvais côté, à savoir les terroristes, les bandits, communiquent aussi pour créer la peur et la panique au sein de la population. Et c'est pourquoi il y a pas mal d'informations souvent qui circulent. On nous dit souvent que ça vient de telle ou telle organisation. Après vérification, on voit que ce n'est pas vrai. C'est aussi une manière de faire peur à la population, d'empêcher la population de vaguer à ses affaires et de créer une certaine psychose. Et là, ça met un peu la population sur le dos des forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'on doit les prendre au sérieux, puisqu'on n'a pas le moyen de vérifier l'authenticité? Oui, nous les prenons au sérieux et nous avons les moyens de les vérifier. Et c'est notre devoir aussi de prendre toutes les dispositions idoines pour parer à ces éventuelles menaces. Alors la population, elle doit avoir quelle conduite quand il y a de telles alertes? La population doit être assurée. La population doit être à l'écoute des informations. Et aujourd'hui, nous avions besoin de la population dans le domaine des informations du renseignement. Avec les bonnes informations, avec le bon renseignement, nous pouvons anticiper. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avions besoin du soutien et de l'accompagnement de la population dans le domaine de la remontée des informations du renseignement. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le premier aspect, le facteur le plus important dans ce domaine, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, comme je viens de le dire, c'est l'acquisition du renseignement. Le bon renseignement et au bon moment. Ça peut toujours permettre aux forces de défense et de sécurité d'anticiper sur des menaces et d'anticiper sur des incidents qui peuvent venir. Ça peut partir des populations, le bon renseignement. Le bon renseignement vient de la population. Bien sûr, au-delà des renseignements, nous avions d'autres moyens d'acquisition du renseignement. Le renseignement d'ordre technique, nous avions ça, mais le renseignement d'ordre humain est très important. Alors, certaines chancelleries, monsieur le ministre, ont peint la carte du Mali en rouge totalement, déconseillant carrément à leurs ressortissants de visiter même la capitale. Quand vous voyez des choses comme ça, quelle est votre réaction? À mon avis, je peux dire que c'est de la propagande. C'est ceux qui veulent tout simplement qu'on ne vienne pas. Et pourtant, il y a des ressortissants étrangers qui vivent au Mali qui n'ont pas la même perception de cette menace, de cette carte rouge. Nous avions connu ça il y a quasiment 10 ans, depuis 2012-2013. Il y a beaucoup de chancelleries qui mettent au rouge jusqu'à Ségou et maintenant jusqu'à Bamako. À mon avis, c'est beaucoup plus de la propagande pour ne pas laisser les ressortissants venir au Mali. Mais je puisse dire que les ressortissants étrangers qui sont aujourd'hui au Mali, qui vivent au Mali, peuvent quand même dire la réalité des choses. Alors, on parle de montée en puissance des forces armées. En relation avec cela, ça c'est une question. On parle de montée en puissance de nos forces
défense et de sécurité. Ce Malien moyen ne sait pas faire la nuance entre la défense et la sécurité. Et il se pose la question, à chaque fois que les zones d'occupation sont libérées par les forces de défense, qui est l'armée, et vous avez sous votre autorité la gendarmerie, la protection civile, la police, la garde nationale, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, pourquoi souvent quand ces zones-là sont libérées, elles ne sont pas sécurisées. Les forces de sécurité ne sont pas là. Les gens veulent savoir pourquoi ce n'est pas automatique. Parler de la montée en puissance, c'est une réalité aujourd'hui. La montée en puissance des forces de défense et de sécurité, mais vous avez aussi parlé de la différence entre défense et sécurité. Les deux départements ont des missions complémentaires. Nous travaillons ensemble, nous travaillons pour la défense opérationnelle du territoire, la protection des personnes et de leurs biens. Je peux encore emboîter le pas au ministre de la Défense pour dire que la montée en puissance aujourd'hui des forces de défense et de sécurité est une réalité. La tendance sur le terrain, la menace a changé de camp. Nous sommes en train de conquérir des endroits, des espaces, des localités qu'on n'avait pas, où on n'avait pas mis pied depuis quelques années. Et aujourd'hui, cette montée en puissance, la reconquête, si je peux dire ainsi, de certaines zones est une réalité. Et vous l'avez dit, oui, nous sommes un très grand pays. Aujourd'hui, nos moyens humains ne nous permettent pas d'être dans toutes les localités du Mali. C'est très clair. Nous sommes un grand pays. Nous ne pouvons pas être présents dans toutes les localités. Mais nous travaillons à ce que nous soyons présents dans toutes les zones, surtout les zones à risque, les zones où on a de façon récurrente des incidents sécuritaires. Vous avez raison en disant que quand une zone est libérée, elle doit être sécurisée. Nous sommes en train de travailler dans ce sens. Aujourd'hui, à chaque fois qu'une zone est nettoyée, il y a la présence des forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité, une présence visible. Et c'est cette présence qui permet à l'administration aussi de venir s'installer. C'est surtout ça aussi. Nous luttons contre le terrorisme, nous nettoyons, et c'est pour permettre à l'administration et aux services sociaux de base de venir s'installer. Alors, quel est l'état des lieux de cette présence aujourd'hui sur le terrain? Est-ce que toutes ces zones aujourd'hui qui sont libérées sont effectivement occupées par les forces de défense et de sécurité? Aujourd'hui, oui. Partout où nous avions eu à déloger les terroristes, les grands bandits, aujourd'hui, il y a une présence militaire. Il y a une présence militaire dans toutes ces localités. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Parce que quand vous nettoyez, vous quittez, vous ne revenez pas, ils reviennent s'installer et la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, dans le cadre du maillage sécuritaire du territoire et dans le cadre aussi du maillage opérationnel du territoire, les deux départements en parfaite symbiose travaillons pour occuper toutes les zones qui sont libérées des jougs des terroristes. Vous parlez d'effectifs. Jean Baudin disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Ces hommes doivent être valables et compétents. Le Mali est très vaste. Alors, l'état des effectifs de vos éléments aujourd'hui, comment ils sont recrutés, comment ils sont formés, comment ils sont équipés, comment ils agissent sur le terrain? Il n'y a jamais un effectif suffisant pour une armée. Une armée a toujours besoin d'effectifs bien formés et professionnels. Aucune armée ne peut vous dire que mon effectif me suffit. Parce que la menace va grandissante et de façon multiforme. Et nous sommes obligés aussi d'adapter nos recrutements, nos modes de formation à la menace. Il y a quelques années, c'est la guerre classique qu'on connaissait. Maintenant, c'est la guerre asymétrique. La guerre asymétrique. Donc nous sommes obligés de nous adapter à ce nouveau mode opératoire de l'ennemi. Nous avions aujourd'hui des effectifs qui nous permettent de faire le maximum. Mais je ne pourrais jamais dire que les effectifs que nous avions sont suffisants. Aujourd'hui, parlant des forces de sécurité, nous avions 4250 recrues en formation dans les centres de formation militaire. Et sur les 4250, il y a 3250 au compte de la police et 1000 au compte de la protection civile. Juste le vendredi passé, nous avions assisté à la sortie de 2960 jeunes policiers qui seront très vite éjectés dans les nouvelles unités que nous avions créées. Dans ce même ordre d'idées, quand je parle de la montée en puissance, nous déjà, à moins d'un an, nous avions créé 13 commissariats de police dans les régions et à Bamako. Nous avions créé 11 groupements de la garde nationale, dont 9 groupements régionaux et 2 groupements d'intervention. Nous avions créé 5 GMS, ce qu'on appelle les groupements mobiles de sécurité, dont 4 dans les régions et 1 à Bamako. Parce qu'aujourd'hui, nous avions vu que, parlant par exemple de la ville de Bamako, c'est une ville qui a une démographie galopante et nous avions un besoin de sécurité qui est là. L'aspiration à la sécurité est aujourd'hui là. Et c'est ce qui nous amène à ces différentes créations. Et à cela aussi, nous avions créé
un autre groupement dans le cadre de la sécurité routière, parce que nous avions qu'il y a beaucoup de véhicules à Bamako, beaucoup de motos, et initialement, il n'y avait qu'une seule compagnie qui s'occupait de la circulation routière à Bamako, qu'on appelle la CCR, et aujourd'hui, nous avions créé 2 dans le cadre de ce groupement. Votre dernier recrutement, ça fait couler beaucoup d'encre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux Maliens aujourd'hui par rapport à cet effectif dont vous avez besoin pour sécuriser le Mali? Aujourd'hui, le recrutement doit se faire dans la règle de l'art. Nous avions besoin de recruter des gens sains, des gens aptes, physiquement aptes, sains dans le corps et dans l'esprit. C'est pourquoi aucun recrutement, que ce soit au niveau des forces de sécurité ou de défense, ne doit faire l'objet de certaines polémiques ou l'objet de certaines pratiques qui ne sont pas normales. Et c'est pourquoi, comme vous l'avez dit, le dernier recrutement de la police, quand j'ai appris qu'il y a eu des irrégularités, je n'ai pas hésité de saisir l'inspection du ministère de la Sécurité, de la Protection civile, pour mener des enquêtes. Ces enquêtes sont en cours, et une fois qu'il est déterminé qu'il y a eu des irrégularités par-ci, par-là, et qu'on détermine que c'est X ou Y qui était à la base de telle ou telle irrégularité, je ne parlerai pas de magouille, nous prenons nos responsabilités, parce que cela ne doit pas arriver. Aujourd'hui, nous devons avoir des hommes aptes à combattre. Nous devons avoir des hommes aptes à lutter contre le terrorisme, à protéger la population. Nous n'avions pas besoin de recruter pour les besoins de recruter des effectifs. Il faut avoir des hommes efficaces, il faut avoir des hommes professionnels, bien formés. Les enquêtes sur cette question ne sont pas encore bouclées. Les enquêtes ne sont pas encore bouclées. Quand elles seront bouclées, les dispositions seront prises contre ceux qui seront éventuellement responsables de magouilles ou d'irrégularités. Ce qui est sûr, cela se fera. Parce que c'est une pratique qu'on doit arrêter. Aujourd'hui, nous devons recruter dans la règle de l'art. Alors, quel est l'état, le moral de vos effectifs? Ils ont le moral, je puisse vous rassurer. Aujourd'hui, ils ont le moral. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un porteur d'uniforme, qu'il soit militaire, qu'il soit policier, que ce soit force de défense et de sécurité, c'est le moyen de travail. Comme on le dit, une mission, un chef, une mission, des moyens. Ils sont là aujourd'hui, je puisse vous rassurer qu'ils ont les moyens de leur travail en termes d'acquisition, en termes d'armement. Nous montons. Nous n'avons pas d'abord tout ce que nous voulons, mais nous montons en puissance en termes d'acquisition, en termes d'équipement. Autrement dit, en moyens roulants, en armement. Aujourd'hui, nous sommes en train d'équiper au maximum nos unités pour que les hommes qui sont censés protéger la population, lutter contre l'insécurité, le terrorisme, puissent avoir les moyens de leur travail. Ça vous a fait longtemps que vous ne faites pas un tour dans vos commissariats, souvent quand vos OPJ se substituent aux procureurs. Si c'est les mêmes pratiques que nous avons connues depuis les temps anciens, ces mêmes pratiques continuent. Monsieur, vous pensez que ce Mali courra tassera? Je le pense. Vous savez, souvent les habitudes sont très difficiles à faire disparaître d'un seul coup. Mais nous sommes en train de travailler. Il faut aujourd'hui que nos forces de sécurité fassent preuve de professionnalisme. Aujourd'hui, nous ne devons pas travailler contre la population. Je puisse vous rassurer que je fais régulièrement le tour de mes unités. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je fais régulièrement le tour de mes unités, que ce soit le commissariat de police ou autre chose. Je fais régulièrement le tour de mes unités. Je fais régulièrement aussi la ronde sur les axes, que ce soit les ponts et tout ça. Je le fais régulièrement. Et des pratiques comme ça ne doivent pas continuer. Aujourd'hui, c'est ce que je dis à chaque fois que j'ai l'occasion de prendre le micro, que ce soit lors des cérémonies de sortie. Je dis chaque fois, aujourd'hui, la population doit être rassurée. La population ne doit pas s'inquiéter face à un porteur d'uniforme, notamment face à un policier. Le policier doit savoir qu'il est là pour protéger la population. La population doit plutôt être contente de voir le policier. Et donc, je vais dire que la population ne doit pas être victime des forces de sécurité. Les forces de sécurité, bien sûr, la loi est là. Tout le monde sait que la loi est là. Tout le monde sait que les infractions sont punies. Le respect, force reste à la loi. Oui, mais nous ne devons pas abuser de notre population. Nous travaillons au quotidien pour le faire et nous veillons scrupuleusement. Et à chaque fois que nous avions des remontées d'informations, d'abus d'autorité, d'un porteur d'uniforme, d'un policier, d'un gendarme ou quoi que ce soit, sur un paisible citoyen, nous sévissons. Quel est le recours pour le citoyen? Il ne sait pas souvent à quelle porte frapper quand il a des problèmes par rapport à ces situations. Il y a des numéros verts, qu'on peut appeler 1, 2. Les citoyens nous écrivent régulièrement. Souvent, ces numéros ne répondent pas. Ça répond. 1, 2. Bon, si vous trouvez que ça ne répond pas, faites un courrier. Nous avions régulièrement des courriers des situations, des citoyens qui sont victimes d'abus, de quoi que ce soit,
de la part des forces de sécurité. Et nous répondons. Nous ouvrons immédiatement des enquêtes. Et de mon arrivée au niveau du département aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de courriers dans ce sens. Et j'avoue que les intéressés, je les ai répondus. Nous avions, conformément à la réglementation en vigueur, ouvert des enquêtes. Et si cela est déterminé que l'intéressé sur lequel il y a une plainte, les dispositions réglementaires sont là pour punir la personne. Disons un mot de la loi d'orientation et de sécurité et de programmation du secteur donc de la sécurité. En quoi est-ce qu'elle a permis d'améliorer les choses à votre niveau? Alors, cette loi qui d'ailleurs est bouclée, parce que la première loi de programmation relative à la sécurité intérieure, la première phase c'est 2017-2021. Nous sommes en train de travailler maintenant pour l'adoption de la deuxième phase de cette loi. Cette loi a permis essentiellement au recrutement, à l'équipement, aux infrastructures des forces de sécurité. Nous avions, cette même loi existe au niveau du département de la Défense et elle a vraiment permis au niveau de mon département d'avoir des effectifs conséquents, d'avoir aussi des infrastructures à tous les niveaux, de nous permettre de construire des infrastructures et aussi d'acquisition en termes de moyens roulants, en termes d'armement ou en termes d'équipements spéciaux. Donc ça fait son effet. Et ça a permis quand même de permettre à nos forces de sécurité d'avoir une certaine capacité de plus. Toujours par rapport à cette loi qui est déjà bouclée, est-ce que cette loi vous a permis de mettre votre police scientifique? Est-ce qu'elle vous a permis en tout cas de revoir encore nos forces spéciales? Alors, oui, la police scientifique est une nouvelle création. Nous sommes en train de la mettre en place. Elle commence déjà à travailler. Et à chaque fois qu'il y a des cas où la police scientifique est sollicitée, elle vient. Pour le moment, elle est en bail. Nous sommes en phase de construction de leur siège, tout comme les sièges de l'Académie de police, tout comme les sièges aussi de la protection civile. Cette structure, c'est une nouvelle création et tout début est difficile. Mais elle monte aussi en puissance. Parlant de la force spéciale, je pense que vous parlez de la Forçat. Alors, on a aussi pris des dispositions il n'y a pas longtemps, la force antiterroriste, pour réorganiser cette force. Et cette force a été réorganisée en force antiterroriste, FAT. Et cette force antiterroriste s'est retrouvée avec 3 structures. Donc un groupement au niveau de la gendarmerie, un groupement au niveau de la police et un groupement aussi au niveau de la garde nationale. Et on a aussi pris les dispositions en termes de mécanismes juridiques. Parce qu'il faut aussi prendre les dispositions juridiques pour protéger ceux qui exercent dans ce domaine. C'est un domaine très sensible. Mais je peux vous rassurer que cette force a été réorganisée avec des nouveaux textes, avec des effectifs supplémentaires et avec aussi des équipements adéquats. Mais en 2 mots, qu'est-ce qui change avec le changement de dénomination? Ce n'est pas que la dénomination qui a changé. Oui, la dénomination a changé, mais je viens de dire que maintenant les forces sont constituées en 3 groupements. Le groupement, c'est un volume beaucoup plus grand. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle force antiterroriste, il y a le groupement antiterroriste de la police, il y a un groupement au niveau de la gendarmerie et un groupement aussi au niveau de la garde nationale. Donc c'est des effectifs de plus, parce qu'on sait que la menace aujourd'hui est multiforme et elle est un peu partout. Donc il faut adapter aussi nos forces, le personnel, les moyens à la menace. Et aujourd'hui, c'est une montée en puissance. Donc ce n'est pas seulement le changement de dénomination, c'est beaucoup plus aussi le changement du contenu. Alors, on n'a pas trop vu cette force depuis un certain temps au devant de la scène. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce que ça veut dire que tout va bien? Ouais, vous ne pouvez pas voir cette force comme vous voyez en longueur de journée le GMS au niveau du monument de l'indépendance. Cette force est spécialement dédiée à la lutte contre le terrorisme. Et c'est une force qui opère dans le plus grand silence et dans le plus grand professionnalisme. Pas dans le maintien d'ordre. Pas dans le maintien d'ordre. Pas dans le maintien d'ordre. Vous ne les verrez pas, ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est spécifiquement la lutte contre le terrorisme. Oui, ils font des missions, mais pour lesquelles vous n'êtes pas certainement informés. Les forces antiterroristes font beaucoup de missions. Et présentement, elles sont quelque part sur le territoire national en train d'opérer. Elles font de la prévention? En prévention, en termes de renseignement, oui. En termes de renseignement, oui. Elles font de la prévention en termes de renseignement, oui, et dans d'autres modes opératoires aussi. Alors, Monsieur le ministre, récemment, vous avez fait une communication sur la carte d'identité biométrique sécurisée. Elle devra servir aussi de carte d'électeur. Pourquoi avez-vous fait le choix d'aller aujourd'hui vers cette option? Alors, parce qu'aujourd'hui, il faut aller vers ça. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de papiers en poche.
il faut avoir un papier sécurisé et qui peut répondre au nom de plusieurs autres documents. Aujourd'hui, il faut mutualiser les documents administratifs. Et on a vu que notre carte d'identité n'est pas du tout sécurisée. La carte d'identité actuellement en vigueur n'est pas sécurisée. On la renseigne de façon manuscrite. Elle se retrouve entre les mains de tout le monde. Elle est délivrée un peu partout. Donc il y a vraiment lieu de sécuriser cela. Et on a vu aussi que nos compatriotes, notamment les compatriotes vivant à l'étranger, ont beaucoup de problèmes avec la carte NINA. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avions saisi un partenaire, la société Dermalog, qui est une société allemande, qui a une très grande expertise à travers le monde dans le cadre non seulement de la carte d'identité biométrique, le passeport, le permis et puis même le contrôle aux frontières. Donc une société qui a une très grande expertise et qui doit faire la fourniture de ces cartes d'identité biométriques qui serviront non seulement à l'identification, remplaceront la carte NINA et permettront aussi d'être des cartes d'électeurs. Donc vous voyez un seul document sécurisé mais qui répond déjà à 3 vocations. Alors combien de temps est-ce que cette réforme elle va prendre? Quand est-ce que le Malien aura cette carte à disposition? Très prochainement. Nous avions eu à travailler avec nos partenaires allemands il y a juste 2 semaines et l'agenda qu'ils nous donnent est très très rassurant. Je ne veux pas trop communiquer sur ça, ça fera l'objet d'une autre communication par rapport aux échéances de délivrance et d'attribution de la carte d'identité. Mais je peux vous rassurer que ça se ferait très prochainement. Monsieur le ministre, mais toujours par rapport à ces documents administratifs, dans cette phase transitoire, alors quel est le document qui va servir surtout les Maliens de l'extérieur? Aujourd'hui, vous passez dans le commissariat, vous n'avez pas la nouvelle carte biométrique, vous n'avez pas non plus l'ancienne carte qui nous servait. Alors, quel est le document que le Malien peut utiliser aujourd'hui? Là, je ne suis pas d'accord. L'ancienne carte continue à circuler. À un moment, il y avait eu une rupture qui n'a pas duré, due au concessionnaire. Celui qui avait le marché de fourniture des imprimés avait des problèmes, au point qu'on voulait même lui retirer cette fourniture. Et après, il s'est très vite ressaisi, et à la date d'aujourd'hui, les commissariats ont les imprimés de ces cartes d'identité. On n'a pas dit que les cartes d'identité actuellement en vigueur vont s'arrêter, non. Tant que la nouvelle carte d'identité n'a pas commencé, et même quand on va commencer à délivrer cette nouvelle carte d'identité biométrique sécurisée, il y aura un délai qu'on va toujours donner pour la circulation de l'ancienne carte. On ne peut pas tout de suite, de façon immédiate, dire qu'à partir d'aujourd'hui, voici la première carte biométrique et l'autre carte n'est plus valable. Il y a toujours un délai de grâce. Alors, passons à la protection civile, si vous le permettez, Monsieur le ministre. Les soldats du feu, très sollicités sur les accidents de la route et autres calamités naturelles qui font tout ce qu'elles peuvent, s'efforcent donc avec les moyens dont un tel dispose. Les Maliens souhaiteraient quand même les voir beaucoup plus prompts et peut-être mieux équipés. Et qu'est-ce qui est fait dans ce domaine? Je puis vous rassurer que ça, c'est une force que je dois saluer, qui monte en puissance. C'est une structure qui est quand même jeune. Avant, c'était un service qui était rattaché à la gendarmerie. Donc, c'est une direction générale qui est là maintenant. Donc, par rapport aux autres directions, c'est quand même une structure plus jeune que les autres. Aujourd'hui, la protection civile fait un travail très remarquable. Et c'est dans ce cadre que nous sommes en train de recruter. Tout de suite, comme je l'ai dit, il y a 1000 dans les centres de formation au compte de la protection civile. Et il y a juste 2 mois, nous avions fait sortir 100 officiers de la protection civile qui sont tout de suite dans la production. Et de janvier à aujourd'hui, nous avions mis à disposition de la protection civile 68 véhicules. 68 véhicules, dont des ambulances et des VSAB. VSAB, c'est des véhicules de secours aux asphyxiés et blessés. Et tout ça, nous sommes conscients aujourd'hui que nos villes grandissent. Quand on prend l'exemple de Bamako, c'est une grande ville. Il y a beaucoup de monde, mais surtout beaucoup de véhicules, beaucoup de motos. Au quotidien, la protection civile est sollicitée. Elle fait beaucoup de centaines de sorties par jour, seulement à Bamako. C'est une structure qui est sollicitée, mais qui monte aussi en puissance. Je peux vous rassurer qu'ils font un travail remarquable avec les moyens à disposition. Monsieur le ministre, en vous écoutant aujourd'hui, et après avoir écouté votre collègue de la Défense, les Maliens se sont dit que dans quelques mois, nous pouvons danser ce qu'on appelle le Djandjo. Et vous, aujourd'hui, vous pensez que dans combien de temps, nous, les Maliens, vivant à Bamako ou ailleurs, nous pouvons dormir tranquillement? Aucune expertise ne peut vous dire que l'insécurité que nous vivons va finir dans 2 mois, dans 3 mois. Mais nous travaillons à tenser l'insécurité. Qu'il y ait moins d'incidents,
sécuritaire, qu'il y ait moins d'actions terroristes. On ne peut pas vous dire tout de suite que dans 2 mois, c'est fini. On n'entendra plus parler d'insécurité ou d'incidents terroristes sur notre territoire. Non, nous vivons déjà dans une zone qui est le Sahel. C'est une réalité qui n'est pas une réalité seulement du Mali, mais c'est toute une zone. Mais nous sommes en train de travailler et je puisse vous rassurer que la peur est en train de changer de camp. Je puisse aussi vous rassurer que nos forces montent en puissance aujourd'hui et nous sommes en train d'aller de succès en succès. Ça aussi, je puisse le dire. Mais nous demandons toujours le soutien et l'accompagnement de notre population. Quand nous sommes soutenus, accompagnés par notre peuple, nous sommes forts et nous n'avons peur de rien. Comment est-ce que vous vivez avec la rupture avec un certain nombre de partenaires qui apportaient quand même un certain appui dans le cadre de la formation, de l'équipement de nos forces de défense et de sécurité, particulièrement de sécurité? Vous savez, nous avons vu la chose venir depuis un certain temps. Et donc rapidement, il fallait mettre en place des stratégies pour prévoir un plan B. Et c'est ce plan B qu'on a immédiatement activé. Il y a des partenaires qui nous ont quittés sans d'abord préavis, sans un préavis, sans nous donner le temps de réoccuper les zones que leurs forces occupaient. Qu'à cela ne tienne, on ne devait pas croiser les bras. Rapidement, il fallait remodeler, faire une nouvelle cartographie de nos forces pour réoccuper, parce que la nature a horreur du vide. Aujourd'hui, nous vivons avec, nous sommes en train de travailler avec, et c'est ce que je dis qu'il faut toujours compter sur soi. Les autres peuvent venir nous aider, nous accompagner, c'est une bonne chose, mais nous devons toujours compter sur nous-mêmes d'abord. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette stratégie, nous ne comptons que sur nous-mêmes. Quelles sont les contraintes auxquelles vous faites face aujourd'hui? Ou bien on peut dire qu'en matière de sécurité au Mali, tout roule, tout marche comme sur des roulettes? Ah non, nulle part au monde, la sécurité marche comme sur des roulettes. Et nous avions bien sûr des difficultés, nous avons un territoire très vaste qu'il faut sécuriser. Ce n'est pas facile, nous montons en puissance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas être dans toutes les localités du Mali. On ne peut pas mettre des militaires ou les forces de sécurité dans toutes les localités du Mali. Impossible. Mais nous faisons en sorte que toutes les zones où il y a des problèmes d'insécurité, des problèmes de terrorisme, que les forces de défense soient présentes. Sécuriser au maximum les personnes et leurs biens. Sécuriser au maximum les activités socio-économiques de nos populations. Et défendre aussi au maximum le territoire national. Et aujourd'hui, les difficultés, bien sûr, sont là, mais nous surmontons les difficultés. Nous avions dans ce sens l'accompagnement, le leadership du chef suprême des armées qui met à notre disposition les ressources nécessaires pour réaliser les priorités en termes d'acquisition de matériel, de réalisation des infrastructures pour aller rapidement en avant et faire le maximum dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens. La nouvelle loi de programmation? Elle est en cours d'adoption. Nous sommes en train de travailler sur ça. Comme je vous l'ai dit, la première phase, c'était 2017-2021. Elle est terminée. Nous sommes en train de travailler sur la deuxième phase. Et je pense qu'elle sera très prochainement adoptée. Mais cela ne nous empêche pas de travailler. Déjà, nous sommes en train de travailler, de prendre en compte nos priorités en termes de recrutement. Ça se poursuit. L'équipement, ça se poursuit. La réalisation des infrastructures, ça se poursuit. Mais l'adoption, ce serait pour très bientôt. Quel message est-ce que vous avez à l'endroit de la population avant de quitter notre plateau, Monsieur le ministre? Merci. La population, c'est notre baromètre. C'est la population qui nous juge. Nous travaillons pour protéger cette même population. C'est notre première mission. La protection des personnes et de leurs biens, la défense opérationnelle du territoire. Je demande à la population de continuer à nous soutenir et de nous accompagner. Aujourd'hui, nous avons besoin de leur accompagnement, notamment en termes de renseignement, comme je l'ai dit. Le renseignement d'ordre humain est très important et c'est ce qui va nous permettre d'anticiper sur certaines choses. Anticiper vaut mieux que de venir intervenir après déjà une situation regrettable. Donc, encore une fois, je demande l'accompagnement, le soutien de notre population. Cela se fait, mais nous demandons encore plus de collaboration, notamment dans les domaines des remontées d'informations. Et quand on a le soutien de la population, c'est le plus grand soutien. Ça nous permet d'avoir le moral et ça nous permet d'avancer. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci, Sax. Merci. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même antenne, pour le prochain numéro de Malikoura Tassira.